Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Vendredi, midi 10, les décideurs de la gestion. Vous en avez l'habitude, nous sommes là pour analyser l'actualité de l'économie, de la bourse, des marchés, donner des concepts, réviser les stratégies dans cette émission qui s'appelle l'analyse et dans une émission qui est sur un lien voisin sur le même site. Nous appliquons et vous pourrez consulter les conseils précis. Alors à côté de moi, Marc Favard de Hamilton Asset Management. Bonjour Marc. Bonjour. Alors vous êtes un nouveau, alors vous pouvez nous dire un petit mot de Hamilton Asset Management. Donc Hamilton est une société de gestion présente sur évidemment les métiers de la gestion pour une clientèle de particuliers, d'institutionnels et de conseillers indépendants. Donc Hamilton fait des fonds sur mesure et est connu pour ça, pour des partenaires CGP, et a une gamme de fonds réduite à la fois sur les actions et la gestion flexible. Et vous avez un tropisme ou vous êtes finalement multi... Sur l'Europe, on a, je pense, une vraie compétence sur la gestion en stock picking, sur les grosses valeurs européennes et sur les valeurs moyennes, représentées par deux fonds. Et on pense que pour l'avenir, la gestion flexible, capable d'être exposée au bon moment sur les bons supports, est à notre avis des choses intéressantes. Voilà. Eh bien, on va en parler. On va en parler, puisqu'on commence par l'actualité. Bon, alors les bourses, est-ce qu'elles vont continuer à être guidées par les statistiques américaines pendant aussi longtemps ? Quand elles sont bonnes, c'est formidable. Quand elles sont moyennes, c'est moyen, sans plus. Il n'y a pas de drame pour le moment. Alors peut-être faut reprendre un petit peu la vision entre ce qui s'est passé entre 2012 et 2013. Je crois que ce qui est important, effectivement, ce sont les marchés américains qui drivent aujourd'hui l'ensemble du monde. Pourquoi ? Parce que c'est là où l'économie est en train de s'améliorer. Donc, alors c'est le pari, c'est qu'elle va un peu tirer tout le monde. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est on vit dans un monde où on sait que la croissance va rester modeste, mais on cherche à ce qu'elle se construise petit à petit, qu'elle ait une forme de stabilité. Et donc les États-Unis, c'est l'endroit où il y a probablement le plus de robustesse par rapport à la croissance. Donc on a eu depuis 6 mois quand même des confirmations à la fois sur l'immobilier, donc une amélioration. Oui, l'immobilier, c'est de là où est venu le mal, donc voilà. C'est vraiment ce qu'on regarde le plus. À la fois sur l'immobilier, mais aussi sur le marché de l'emploi. Donc c'est vraiment la zone où on a eu des bonnes surprises qui se sont confirmées. Et au cours du début de l'année, je dirais qu'on a eu des soucis avec le fiscal, voilà. Le déficit, les problèmes budgétaires, et que pour l'instant, ça n'avait pas affecté l'économie. Alors justement, est-ce que maintenant, les coupes automatiques dans les budgets publics, c'est quelque chose qui peut freiner, remettre en cause le cycle de croissance ? Alors, c'est une vraie interrogation. Donc, c'est une semaine où finalement, jusqu'à présent, on n'était pas trop embêté aux États-Unis par des chiffres. Les chiffres ne décevaient pas. Et au contraire, ils étaient même un peu meilleurs à chaque fois que ce qu'on attendait. Voilà, et c'était plutôt la bonne surprise. C'est que malgré pas ces coupes budgétaires, mais ces impôts qui sont arrivés, ça ne se voyait pas forcément dans l'économie. Donc, un peu badaboum, comme on peut dire cette semaine. On a eu à la fois un chiffre sur l'emploi, un chiffre sur les services qui pose des questions. Est-ce que ce scénario qui doit se dérouler au cours de l'année, avec une amélioration progressive des économies, et notamment d'économie américaine, est-ce que c'est bien ce scénario qui va se dérouler ? Et c'est toute la réflexion actuelle des investisseurs et des marchés. On va faire du géographique, c'est peut-être pas le bon système. Donc d'abord l'Amérique quand même. Pour vous, c'est un fléchissement ou peut-être un peu moins bien que ce qu'on avait fini par anticiper ? Je crois qu'aujourd'hui, sur les États-Unis, pour l'instant, le scénario se déroule bien. Oui. Donc on a quelque chose de vertueux, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on a une croissance qui va rester, qui n'est pas stratosphérique, qui va rester modeste mais en amélioration, et avec des banquiers centraux qui sont là, qui sont sur le terrain. Donc on a un environnement plutôt favorable, et puis avec deux, trois choses intéressantes, des taux qui sont volontairement maintenus très bas, une création de richesse aux États-Unis et notamment l'effet richesse avec la remontée de l'immobilier, la remontée de la bourse qui est un effet positif sur la consommation, des matières premières qui restent plutôt sur des niveaux bas. Donc ça, c'est des éléments, et probablement aussi beaucoup de liquidités et des entreprises qui ont du cash pour investir. Donc il y a des possibilités pour que les choses aillent mieux
tout au long de l'année. Donc, sauf drame sur le débat budgétaire, on est bien parti. Oui, enfin, aux États-Unis, c'est les deux problématiques. Soit on va être interpellé parce que la croissance n'est pas au rendez-vous, et ça, c'est un élément de risque évident, ou soit ça allait trop vite. Alors, il y a un mois, on avait peur que la Banque centrale américaine retire de la liquidité, et je crois que c'est pas du tout. C'est pas ce qu'elle dit pour le moment. Non, et au contraire, elle fixe des objectifs très clairs. Elle dit tant que l'inflation n'est pas au-dessus de 2,5, tant que le chômage ne retourne pas à 6,5, je ne vais pas intervenir. Donc, elle donne plutôt beaucoup de lisibilité au système. Donc, nous, on reste dans ce scénario de déroulé économique, et peut-être au moment où les bourses corrigeront, c'est parce qu'on aura des preuves qu'effectivement, les choses sont en train de changer et que la Banque centrale interviendra. Mais aujourd'hui, dans votre scénario, c'est toujours quand même l'économie américaine, croissance pas démesurée, mais croissance. Oui, c'est le scénario central, et on est vigilant pour l'instant depuis quelques semaines. Effectivement, on est vigilant plutôt sur le est-ce que ça ne va pas ralentir. Donc je crois que c'est un petit peu ce que tout le monde regarde. C'est ce que les marchés nous disent aussi dans les choix sectoriels, mais c'est quand même les États-Unis qui risquent de driver le marché et qui ont montré quand même une robustesse au niveau des indices malgré tout ce qu'on pouvait avoir autour de nous, qui est quand même quelque chose de rassurant. Faisons un petit tour du monde. On va traverser le Pacifique. On va le faire dans ce sens-là. Donc, premièrement, la Chine, donc mesure de relance, on attend de la relance. Aujourd'hui, on a un peu peur d'une pandémie de grippe aviaire. Qu'est-ce que vous en pensez, la Chine? Alors, sur la Chine et les marchés émergents, c'est quand même là, il ne faut pas le rappeler, qu'il y a de la croissance dans le monde. Oui, c'est la vraie croissance. Simplement, on s'aperçoit qu'on n'a pas pu réviser à la hausse cette croissance depuis le début de l'année. Donc, le panorama général, est-ce que j'ai de l'amélioration dans les pays émergents? Pas autant que je pouvais l'estimer, avec beaucoup de contrastes, avec au Brésil un marché qui est très impacté à la fois par il y a eu la hausse de la monnaie, par la baisse des matières premières, la Chine probablement qui ne déçoit pas, mais qui est à un moment un peu d'attente. Il n'y a pas l'accélération qu'on avait pu éventuellement espérer. Ce qui explique pourquoi les capitaux, pour une large partie, sont plutôt allés sur les États-Unis. On a vu des sorties sur les fonds émergents pour aller sur les États-Unis. Et puis on a un indicateur, vous en parliez, c'est les matières premières quand même. Si la Chine s'emballait, si l'économie chinoise s'emballait, on verrait sur les matières premières des... Oui, alors il y a une causalité aussi qu'il faut peut-être faire attention, c'est qu'avant, effectivement, on attribuait croissance économique, hausse des matières premières. Ce qui a drivé les matières premières, c'est plusieurs éléments. Évidemment, la croissance dans les pays émergents et notamment en Chine, et ça devrait rester. Mais il y a deux drivers qui sont moins évidemment présents. L'effet inverse, c'était la baisse du dollar, et le dollar ne baisse plus. Et c'est quelque chose qui a tiré énormément les matières premières. Et puis les besoins d'investissement et les besoins importants. Donc il y avait une demande très forte, une offre un peu moins forte. Et là, je pense que les choses se sont résorbées. Donc au final, c'est quand même une bonne nouvelle que les matières première se calme. C'est pas si mal. Donc finalement, la Chine et les émergents, c'est bien sans accélérer. Alors avant d'aller sur l'Europe, le Japon, performance formidable de la bourse, 22% pour le Nikkei depuis le début de l'année, avec une dévaluation compétitive, comme on disait autrefois, et un plan de soutien à l'économie. C'est pas le premier depuis 20 ans. Alors on peut y croire, pas y croire. C'est une zone qui ne croit pas, mais qui est très riche. Oui, je crois. Alors, d'une part, ça démontre que toutes les banques centrales, et on viendra sur la Banque centrale européenne, sont sur le terrain avec un seul motif aujourd'hui, c'est plus le risque systémique, c'est faire repartir la croissance. Et c'est le maître mot. Alors, elles sont plus ou moins actives, et on va dire que le Japon a mis le multiplicateur là depuis quelques mois. Il a peut-être pris déjà un peu de vitesse sur la fameuse guerre des monnaies. Oui, il est parti tôt. La guerre du monnaie, moi je pense qu'il y a un accord quand même avec même les Américains sur le fait que les Japonais doivent avoir de l'inflation, parce que parmi les grandes économies, c'était l'économie qui était en déflation. C'est-à-dire que, donc là aujourd'hui, le message est clair, il faut faire tout ce qu'on peut pour faire repartir l'économie. Ça veut dire des achats massifs, injection de liquidités, avec, ils l'ont dit, des achats d'obligations, des achats même d'autres actifs, on parle d'actifs immobiliers. Donc c'est faire repartir la machine. Et là, ça peut marcher, parce que des faux départs, il y en a eu. Oui, mais je pense qu'il y a bon, est-ce que c'est bien, pas bien, mais il y a un discours commun entre la Banque centrale et le gouvernement pour être beaucoup plus pro-croissance. Et on voit bien qu'il y a énormément de secteurs au Japon qu'il faut déréguler. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc si tout se met en route, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Et on voit bien quand même les effets positifs. Alors derrière, effectivement, il y a des effets concomitants sur la baisse du yen et des effets que ça pourrait avoir en Allemagne d'ailleurs. Oui, on va y venir. Effet impressionnant néanmoins sur les indices. Alors,
celui qui va mal, c'est l'Europe. Donc, on termine le tour de. Voilà, le tour donc c'est clair, là, du monde. les chiffres économiques qui tombent en Europe sont très mauvais. Même en Allemagne, les indicateurs avancés sont moins bons que la. Alors, le scénario sur l'année, c'était de se dire en Europe, à un moment, ça va s'arrêter. Enfin, la le décroissance va s'arrêter. La fameuse théorie du point bas, premier trimestre, puis premier semestre, et maintenant c'est peut-être. Et on voit bien que là, on est en train de décaler. Hein, le scénario se décale un peu plus loin. On voit bien dans les mesures de la Banque centrale qu'elles sont limitées parce que les taux sont plutôt très bas. Il y a beaucoup de liquidités. Et ce qu'a dit Draghi, c'est la transmission effectivement de cette liquidité dans les circuits économiques se passe pas très bien. Elle se passe pas bien dans les PME. Elle se passe pas bien dans les pays dits Club Med où effectivement les taux d'emprunt, enfin c'est plutôt réduit. Donc il parle d'une défragmentation, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne de la liquidité, j'ai des taux très bas, mais ça ne crée pas. Oui, ça pédale un peu dans la choucroute. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc ce fameux scénario du point bas, vous le voyez quand même cette année. C'est difficile, plutôt seconde partie de l'année. Il faut rappeler qu'en début d'année, cette année de 2013 est l'inverse de l'année 2012. Donc elle doit aller en s'accélérant. Oui, mais il y avait un endroit où c'était frappant, et certainement qu'on aura quelques chiffres plus probants, c'est les États-Unis. En Europe, on n'attendait pas grand-chose. Donc le problème, c'est que même pas grand-chose pour l'instant. C'est pas grand-chose, mais le premier trimestre, on a peur que les chiffres d'affaires du premier trimestre, qui vont pas tarder à être publiés, ne soient pas des bonnes nouvelles. Voilà, et n'incitent pas les présidents des sociétés cotées à vous raconter des belles histoires. Non, c'est sûr que le problème, le vrai problème en Europe, on le sait bien, c'est la croissance. D'un autre côté, il y a des sociétés qui sont présentes dans le monde entier, donc c'est le vrai souci, mais je pense que ce qui va être important, c'est surtout ce qui se passe dans le reste du monde et que l'Europe malheureusement va être aimantée par ce qui se passe dans le reste du monde, mais toute seule n'est pas capable de faire grand-chose. Voilà. Mais par contre, on a bien vu dans le message de Draghi, à la fois une volonté d'agir et un petit peu comme il l'avait prévenu l'année dernière en juillet pour agir en septembre, il essaye de faire des choses, mais le mandat de la BCE n'est pas aussi libre que même le mandat de la Banque japonaise ou le mandat de la Fed. Alors pour finir ce tour, l'effet des tendances monétaires qui sont un peu inversées, avec un dollar plus fort que les autres monnaies, ce qu'on espérait pendant des années, alors aujourd'hui on le constate, c'est quelque chose qui, je dirais même dans la gestion, pas seulement dans les comptes des entreprises, est quelque chose d'important. Oui, alors je pense par exemple l'effet de la baisse du yen peut avoir des conséquences importantes vis-à-vis même de l'Allemagne, qui sont deux pays exportateurs de biens industriels, donc ça a forcément des effets. Mais je crois que ce qu'il faut effectivement voir, c'est que ce qui est le point positif aujourd'hui, c'est que toutes les banques centrales sont là. Et l'année dernière, elles étaient là pour essayer d'annihiler tout risque systémique. Là, elles sont là pour essayer de faire en sorte que la croissance s'active. Avec des effets positifs sur la bourse, parce que quand on met de l'argent, il y en a quand même une partie qui se retrouve sur les marchés financiers. Oui, et puis avec aussi des effets, on a quand même des effets importants, des effets richesse importants aux États-Unis grâce à la bourse, grâce au marché de l'immobilier, et puis aussi des effets d'avoir les taux monétaires étant très bas, les obligations étant très basses, des effets positifs de relance. Alors, autre question. Tout ce cash qu'ont accumulé les grandes entreprises mondiales, qu'est-ce qu'elles vont en faire? Parce qu'on voit des bilans absolument magnifiques, finalement à peu près partout. Est-ce qu'il va y avoir des grosses opérations de fusion-acquisition? Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de cash et les gens sont frileux, mais c'est peut-être parce qu'ils sont frileux qu'il y a beaucoup de cash. Mais... Oui, je pense qu'il y a les deux. Donc aujourd'hui, ce qu'essayent de faire les entreprises, c'est celles qui sont en bonne santé de continuer à augmenter leurs dividendes parce qu'elles sont capables d'assurer avec une bonne pérennité l'augmentation du dividende. Donc du coup, elles se rendent plus attractives même par rapport à leurs obligations. Vous prenez une société comme Sanofi qui, l'obligation à 5 ans doit être 1,50, 1,20 et vous avez un rendement qui est supérieur à 4% sur Sanofi. Oui, sachant qu'il y a une partie du dividende des bénéfices qui sont réinvestis dans l'entreprise. Donc voilà, donc il y a une utilisation aujourd'hui du cash qui peut se faire aussi par achat d'actions. C'est toujours plus difficile dans des périodes difficiles pour les sociétés de se racheter. Donc les opérations, au moins en Europe, je ne suis pas sûr que ça soit le catalyseur à court terme. Aux États-Unis, on en a quand même eu. Ça a quand même commencé, oui. Ouais. C'est pas... En Europe, on voit que c'est difficile. Mais aux États-Unis, ça fait quand même 2-3 ans que la bourse remonte. Il y a plus de visibilité. Il y a plus de visibilité sur le secteur financier. On est sur un marché
avec des c'est quand même quelque chose de éléments positif généralement pour les marchés, d'avoir autant de cash dans les entreprises. Oui, bien sûr. Bien, deuxième partie, toujours actualité, on va faire un peu un tour de valeurs. Bon, d'abord le dossier aéronautique, qui est un dossier complexe et extrêmement protéiforme. Les cessions à venir de Lagardère dans EDS, est-ce que ça fait craindre du retour de papier? Est-ce que ça peut le faire monter? Et EDS, par ailleurs, a des fondamentaux face à Boeing qui sont assez brillants, apparemment. Zodiac, qui est la star du secteur, qui est cher, mais finalement qui peut l'être peut-être encore plus. Et puis il y a les dossiers liés au Rafale, donc notamment Dassault et Thales. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est le secteur de l'industrie aujourd'hui. Il y a deux types de secteurs. Il y a les mines, la sidérurgie, tout ce qui est lié très, très cyclique. Et on voit, on souffre parce qu'il y a peu de visibilité, à la fois évidemment en Europe, et on a des matières premières qui sont plutôt à la baisse. Donc dans ce secteur de l'industrie, nous évidemment, notre préférence va pour des secteurs où l'environnement et la croissance est plus certaine. Donc l'aéronautique, ça paraît quand même un boulevard, et on a la chance donc en Europe d'avoir des acteurs multiples, et on est très favorable au secteur en général. Donc EADS, bon, on voit bien, il y a à la fois des entrants, des sortants. Enfin, les entrants, c'est plutôt EADS qui va racheter ces titres, et on a un certain nombre de sortants. Donc ça peut peser effectivement un petit peu sur le titre, mais on est dans une dynamique d'annonce qui reste favorable. Et donc, puis, donc il y a des cette acheteurs. gouvernance invraisemblable que personne n'avait arrivé à comprendre, on arrive à une société presque normale à un moment quelconque. Voilà, donc ça c'est un élément très favorable. C'est bien pour les marchés d'avoir un patron, voilà. Et pas 4 patrons. Et vous avez mentionné aussi Zodiac, qui a un petit peu plus, qui a démarré plus doucement l'année, mais qui est lui très, très lié un peu plus aussi à Boeing. Et on voit une deuxième partie de l'année qui s'annonce bien, c'est aussi une valeur dollar. Donc nous on a le sentiment que ce secteur-là, c'est un secteur où il y a aujourd'hui beaucoup de visibilité dans le secteur de l'industrie. Donc c'est un secteur qu'il faut privilégier. Même on voit bien le cours, il y a un petit flottant, mais d'Assaut Aviation qui se tient bien avec des effets d'annonce qu'on pourrait avoir effectivement sur le Rafale. Donc le secteur en général, oui. Et EDS c'est un cas particulier, mais c'est évidemment la sous-évaluation liée au management pourrait disparaître, et Zodiac, malgré le fait que ce soit cher, ça continue. Oui, je pense que c'est pas nouveau. Aujourd'hui en Europe, ce qu'on cherche, c'est des dossiers avec de la visibilité. Oui, et on est prêt à payer cher, vous le voyez bien, la visibilité. On préfère celle qui avait réussi, qui est visible, plutôt que la recovery. Voilà. Et je dirais que sur ce secteur-là, les prix restent encore raisonnables. Et je crois que vraiment, il y a vraiment un marché à deux niveaux en Europe. Je me positionne sur des entreprises leaders, et ces deux sociétés en font partie, globales, et qui sont capables de capter la croissance du monde, et peu dépendant d'événements cycliques aujourd'hui, dépendant de la croissance qu'on maîtrise peu. Il y a une valeur qui a peu fait parler d'elle, c'est Alstom avec des contrats. Alors là, on est quand même plus cyclique, mais il y a un carnet de commandes qui est assez impressionnant. Voilà, alors sur Alstom, il y a un très beau carnet de commandes, un management de grande qualité, mais il y a effectivement le défaut, c'est que c'est positionné dans l'endroit que le marché considère un peu cyclique. C'est pour ça que je pense à Alstom depuis une quinzaine de jours à baisser, avec des brokers qui ont plutôt révisé un petit peu à la baisse, ont été surpris par les très bonnes commandes dans le ferroviaire, ils se sont un petit peu trompés, et ils se disent dans l'autre activité, la concurrence avec Siemens, l'énergie c'est plus compliqué, peut être très importante. Donc je pense que c'est aussi le fait que cette valeur appartienne à un secteur qui aujourd'hui interpelle, mais pourtant c'est un secteur justement à cycle long aussi, qui est différent de ce que peuvent être les Schneider, les Legrand. C'est pas totalement le même positionnement. Alors visibilité, Sanofi a donné des perspectives. Par ailleurs, un scénario, vente de L'Oréal, vente par Nestlé d'un bout de L'Oréal à L'Oréal, et éventuellement vente de la part de Sanofi par L'Oréal. Vous achetez ça, ou tout simplement les fondamentaux de Sanofi justifient, là aussi il y a de la visibilité, c'est un métier, c'est un des grands du monde. Ah oui, alors on revient à peu près sur les mêmes idées. Aujourd'hui, dans les secteurs dits défensifs, vous avez effectivement la santé, les biens de consommation, des sociétés comme L'Oréal. Quelle est un petit peu les différences? C'est-à-dire que la santé se paye nettement moins cher que ce qu'on pourrait qualifier de secteurs globaux, le luxe, de L'Oréal. Voilà. Donc d'abord, il y a un avantage dans la valorisation, c'est-à-dire qu'on y va avec une valorisation moins tendue. Donc ça, c'est quelque chose de favorable. Oui. On y va aussi en ce moment parce que les gens ont tendance à se poser beaucoup de questions sur l'environnement économique et se disent quels sont les secteurs un peu protégés, et la santé en fait partie. Donc après le beau rallye, on va sur la santé. Oui, et puis vous avez un problème, après on rentre dans le secteur. Sanofi a pu souffrir à un moment de perte
de médicaments. Ça, c'est plutôt derrière nous. Et puis une présence là aussi, c'est un acteur qui est présent dans le monde entier, aux États-Unis, voilà, dans les vaccins dans le monde entier, qui s'est aussi pas mal investi dans la biotech aux États-Unis. Donc, et pas très cher, puisque on a parlé de rendement supérieur à 4%, d'un PE qui est inférieur à 10%. Et là aussi, je pense que le marché aujourd'hui, vous le voyez bien depuis un mois, se dirige vers les sociétés, des secteurs plutôt prudents. Et Sanofi est un bon candidat. Et par rapport aux autres grands acteurs du secteur ? Je crois que au niveau des médicaments européens, je crois qu'elle est très bien positionnée, à la fois avec des nouvelles thérapies et des pertes de brevets qui sont bien moins fortes. Et on le voit bien même sur un métier qui est le diabète. Ils étaient en concurrence avec Novo Nordisk, sur un médicament qui s'appelle le Lantus. Et Novo a vu son médicament un petit peu décaler sa sortie dans le temps. Et ça favorise aussi Sanofi. C'est très bon, voilà. Ça, c'est ce qu'on comprend tout de suite. Dernière équivaleur, c'est un plus petit dossier. Altran, les actionnaires prennent les pertes et ils reçoivent une dilution assez Alors là, forte. je pense que c'est un phénomène d'abord technique qui se passe, c'est-à-dire que la société propose de racheter sa convertible. Donc les porteurs de convertibles ne vont pas participer à la rachat, vont demander la conversion et probablement qu'après vous aurez une pression probablement sur le titre. Donc il faut laisser tout ça digérer. C'est une société là qui a été complètement recomposée, réfléchie autrement. Je crois que et ça va plutôt dans le bon sens. Par contre, à court terme, vous avez ces effets un peu papier. C'est quand même dans des activités aussi cycliques. Oui, justement, alors il y a le secteur aussi, parce que c'est pas le seul acteur du secteur. Donc du travail temporaire haut de gamme. Voilà, donc la société qui prime en termes de métriques, c'est Alten. Oui, voilà. Altran va chercher à s'en rapprocher. Donc si elle réussit à faire comme Alten, je crois qu'on peut être confiant. Mais on a le temps avant de se positionner. Bien, alors gestion, donc. Autre chapitre, première chose, le mois de mai approche, est-ce qu'il faut craindre la saisonnalité ? Est-ce que c'est l'occasion, finalement cette stabilisation de la bourse depuis 1 ou 2 mois, pour faire tourner les portefeuilles et pour changer les allocations ? Alors selon l'adage, effectivement, il faut mieux être investi du mois de novembre à fin avril, donc si on respecte ces statistiques, ça doit marcher. On a bien eu aussi une progression, et notamment aux États-Unis, donc probablement que la pente que la pente de progression, si on se fie à ces statistiques et qu'on le corrobore avec des éléments à très court terme qui sont économiques un peu plus difficiles, on peut penser que la hausse est plus difficile. Le marché aura un peu plus de mal à progresser. Alors on va voir tout ça très, très prochainement avec aussi la publication des résultats des sociétés. Et la semaine prochaine, on rentre dans cette fameuse earnings season aux États-Unis. Et chez nous, des chiffres d'affaires quand même. Voilà, et chez nous, effectivement, des chiffres d'affaires. Alors, nous, notre scénario un petit peu central, c'était de dire que la hausse pouvait continuer plus qu'on pouvait le penser, puisque le prochain catalyseur pour nous de 2012, c'était plus la prime, c'était une prime de risque qui s'était beaucoup réduit, notamment aux États-Unis, mais on espérait cette accélération grâce à une croissance qui allait revenir et sur les bénéfices. Voilà. Donc, quelque part, c'est toujours, je crois qu'il faut vivre les choses mois par mois. Je crois que c'est plus facile de dire normalement que sur l'année 2013 devrait être une bonne année sur les actions. Donc, vous avez une allocation de portefeuille qui est toujours assez agressive vers les actions ? Oui, alors par contre, on avait peut-être un message assez différent de ce qu'on a entendu beaucoup en début d'année, qui était de privilégier l'Europe. Et nous, on a plutôt effectivement été beaucoup plus présents dans nos allocations aux États-Unis, parce qu'on avait plus, on avait plus de visibilité. Là, on a tout, parce qu'on a le record historique plus le dollar. Et puis, je dirais que cette année-là, il fallait la construire à ce qu'il fallait peut-être privilégier, puis ce qu'il fallait éviter. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait éviter ? De quoi il faut Alors, c'est facile de regarder dans le rétroviseur, mais probablement que ce qu'on voit bien, c'est que, par exemple, les investissements sur les matières premières, notamment sur l'or, le marché commençait à raisonner différemment. Pourquoi l'or montait? Parce que souvent on avait peur. L'or, c'est étonnamment aujourd'hui baisse parce qu'on a peur de la croissance, on a peur parce que l'inflation baisse. C'est curieux. Donc la manière dont l'or est traité par les marchés est assez différente. Et donc aujourd'hui, je cherche à me protéger. Vous disiez
les plus cycliques, le secteur le plus cyclique du cyclique. Je crois qu'aujourd'hui, c'était un petit peu depuis un mois, c'était un petit peu des mouvements tactiques, Oui. c'est-à-dire qu'on voyait bien que d'abord le risque pouvait présenter effectivement les secteurs les plus cycliques, donc probablement revenir vers des sociétés un peu plus visibles, mais quand même aussi avec un risque. Si on pense qu'en 2013 les choses vont s'améliorer, il faudra aussi avoir aussi ces valeurs dans son portefeuille. Donc je crois que c'est aujourd'hui plus des mouvements tactiques que des grosses craintes que le marché pourrait corriger de 10-15%. Je crois qu'aujourd'hui. Les pistes d'investissement, donc vous avez cité Sanofi, c'est-à-dire vous arrivez à trouver des grandes valeurs internationales à visibilité et pas trop chères. Alors ça paraît difficile. C'est l'idéal. Ça paraît difficile à trouver. Voilà. Je crois qu'il y a deux types de réflexion sur l'Europe où on recherche de la visibilité, on est prêt à payer très cher et il faudra faire attention finalement dès que les signaux seront un peu plus probants de savoir aussi tourner son portefeuille, et aux États-Unis où c'est différent, on achète la croissance et les vraies sociétés de croissance. Donc là on est plus dans le cycle effectivement. Voilà, et puis aussi, c'est toujours compliqué, mais il y a des sociétés en Europe qui sont assez incontournables en termes de qualité par rapport même à ce qu'on peut trouver aux États-Unis. Donc peut-être les choses, c'est qu'on a essayé de faire aussi, c'est de diminuer un peu la partie des financières. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le cours de BNP, je dirais que ça peut redevenir intéressant. C'est pas non plus des risques BNP ou HSBC, en tout cas elle est très grande, ce n'est pas des risques monstrueux. Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même dans un environnement, même si c'est compliqué au niveau de la croissance, si on part de ce que les banques centrales vont quand même réussir à créer une certaine dynamique et permettre une certaine stabilité de la croissance. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à anticiper qu'on va faire une très belle année 2013, ce n'est pas le sujet, mais c'est une année en accélération, pas du tout les coûts qu'on a pu connaître l'année dernière de risques systémiques. On voit bien comment la crise italienne, Chypre, il n'y a pas eu de... Oui, ça a glissé. Voilà. Sur les spreads, sur la volatilité, les choses ont été très, très faibles par rapport à ce qu'on a connu. Donc la question centrale de 2013, c'est croissance. Est-ce qu'on est capable d'avoir déjà une croissance à peu près stable à 2 aux États-Unis, 3 dans le reste du monde, et puis un 0 plus qui pourrait s'améliorer en Europe? Bien, ça sera le mot de la fin. Marc Favard, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Au revoir.